Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast néo-ultra-giga turbo-libéral. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial où je vais pas nécessairement commenter l'actualité ou un quelconque sujet de débat. Encore une fois, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est vrai que j'essaye un peu d'orienter les choses de façon légèrement différente, de mettre beaucoup plus l'accent dans mon contenu vidéo sur des choses plus accessibles au grand public. Et c'est vrai que je travaille beaucoup là-dessus en termes pour fournir vraiment des contenus mieux travaillés, plus fouillés, qui sont destinés à un public large. Et j'essaye un peu d'orienter plus le podcast, comme le podcast est un format. Le podcast c'est pas forcément la chose que vous allez écouter si vous connaissez pas, si vous avez aucune connaissance du sujet, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous brancher, si vous connaissez pas vraiment le libéralisme, si vous n'êtes pas trop dans la politique, vous n'allez pas certainement vous lancer à écouter un podcast de 20 minutes. Et donc c'est vrai que j'essaye un peu plus d'orienter les choses et de garder à l'esprit que, a priori, mon audience sur les podcasts est beaucoup plus une audience de personnes qui me connaissent déjà assez bien et qui sont plutôt qui sont déjà un peu des convaincus. J'ai pas vraiment, a priori, je pense pas avoir non plus vraiment besoin de vous convaincre des avantages du libéralisme. Je sais qu'il y a aussi des personnes avec qui sont pas du tout de ce bord politique qui me suivent, et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de respect pour eux parce que bon, ils ont une patience que je n'aurais pas, et j'imagine que du coup, c'est vrai que si vous avez, je pense notamment à un ou deux marxistes qui sont toujours très polis d'ailleurs, qui viennent souvent commenter sur mes vidéos, je pense que si vous écoutez aussi ce podcast, c'est parce que ça vous permet un peu aussi d'avoir une idée de ce que vos opposants pensent, et j'espère quand même que ça vous trouverez une certaine valeur à essayer de comprendre un peu comment est-ce que tous ces engrenages fonctionnent dans ma tête. Et donc ce dont aujourd'hui je voulais vous parler de plus de comment est-ce que, et ça va être quelque chose, une approche assez personnelle, j'essaie pas de vendre quelque chose d'universel, d'objectif, mais comment est-ce que comment mieux débattre en ligne, et bon, pas forcément que en ligne, ceci dit, mais comment mieux débattre des idées libérales, un peu quel est mon avis, personnellement, mon approche, et quels seraient un peu les conseils que j'aurais à donner. Encore une fois, gardez à l'esprit que c'est vraiment quelque chose de subjectif, vous en tirez ce que vous voulez, il y aura probablement très certainement des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Et donc en fait, la première chose, je pense, qui est importante à garder à l'esprit, c'est comprendre la différence entre un débat et une conversation. Un débat, c'est quand vous avez vraiment un opposant en face de vous et que vous avez la certitude qu'à l'issue de ce débat, ça peut être un dialogue très intéressant, mais à l'issue de ce débat, ni vous ni votre opposant n'allez changer d'avis sur la question posée. Alors que une conversation, ce sera quelque chose de plus ouvert. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes forcément d'accord ou du même bord politique au début, mais c'est un peu là où je vois la différence entre les deux. Et quand on parle de débat, c'est vraiment quelque chose qui est important à garder à l'esprit, c'est que la plupart des discussions en ligne seront des débats, en ce sens que vous n'allez jamais convaincre la personne qui est en face de vous de changer d'avis. C'est un peu une règle, c'est peut-être pas vrai 5% des cas de figure, mais 95% des cas de figure, ce sera vrai. Et le but est toujours de convaincre l'audience. C'est pour ça que vous avez des débats formels avec un public. Si jamais vous avez la chance de participer à ce genre de débat, ce n'est pas une histoire de convaincre votre opposant, c'est une histoire d'apporter quelque chose à l'audience, d'apporter un élément de réflexion, une donnée, un fait dont ils n'étaient pas au courant auparavant, et c'est à eux que vous vous adressez, en quelque sorte, de façon un peu indirecte, non pas à la personne qui est en face de vous. Et c'est là où c'est un peu difficile par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne sont pas vraiment faits pour ce genre de débat formel. Les commentaires Facebook ne sont pas faits pour ça. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que il y a un ou deux marxistes qui ont réussi à trouver ma page et qui ont commencé à m'écrire des pamphlets entiers pour essayer de me convaincre que j'ai tort, et très honnêtement, j'ai même pas lu parce que ça sert à rien de répondre. C'est un commentaire Facebook.
ça ne va rien apporter à personne, personne va lire, moi le premier. Et donc ils étaient pas très contents de savoir ils étaient pas très contents que je réponde de la façon la moins sérieuse du monde avec des blagues sur les goulags. Mais vous n'allez convaincre personne avec des commentaires Facebook. Et je pense pas, c'est pour ça que il y a beaucoup de discussions très enragées en ligne, que ce soit sur Twitter, Facebook, etc. Je dis ça, j'y ai participé jusqu'à il y a pas longtemps. Hein. J'étais aussi, je mettais un peu le doigt là-dedans sans trop réfléchir. Et c'est vrai que je me suis pas rendu compte qu'au final, c'est une immense perte de temps. Je pourrais passer mes journées entières à juste faire ça. Répondre à des commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je pourrais passer mes journées entières juste à répondre aux commentaires des gens. Et Et il y aurait de quoi faire. Je pourrais y passer mes journées, ne plus travailler, ne plus faire de vidéos, ne plus rien faire. Et sincèrement, il y aurait de quoi faire. Sauf qu'à la fin de la journée, ça n'apporte rien à personne. Moi, ça va m'énerver, ça va m'écœurer. Je vais certainement pas acquérir la réputation de quelqu'un d'intéressant à suivre. Je suis juste le gars qui répond aux commentaires Facebook. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit intéressant. C'est pour ça que moi, du coup, quand si quelqu'un vient, quelqu'un qui est pas d'accord avec ce que je dis, qui vient, qui me pose une question, je vais avoir la politesse de répondre. Même s'il y a un peu des sous-entendus derrière, en mode c'est une question piège ou ne sais quoi, je vais quand même prendre le temps de répondre, ne serait-ce que par politesse. Mais si quelqu'un vient et commence à mettre une affirmation un peu provocante, je sais pas moi, de toute façon, il n'y a que les idiots pour défendre le capitalisme ou ce genre de choses. Je vais même pas répondre de façon sérieuse, parce que ce n'est pas une invitation à la discussion, c'est un débat qui ne va servir à rien, ça va juste être une guerre dans les commentaires. Et il y a des formats qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, si là maintenant vous m'écoutez et que vous êtes le genre de personne qui serait fondamentalement en désaccord avec le genre de choses que je dis. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous pensez que le libre-échange c'est pas une bonne chose, si vous pensez que le capitalisme c'est une mauvaise chose, si vous pensez que la concurrence, l'économie de marché c'est une mauvaise chose. Sur d'autres sujets, si vous pensez que si vous pensez que le nucléaire c'est une mauvaise chose et que les OGM il faut les interdire et que le changement climatique on va le résoudre avec des éoliennes, n'hésitez pas à me faire signe. Ou alors si vous êtes d'extrême droite et que vous voulez interdire l'immigration, n'hésitez pas à me faire signe. Moi je suis ouvert à un débat, si vous voulez, mais dans ce cas-là, on fait un live stream. On se bloque 1 heure sur Google Hangout, et en essayant de mettre quand même 2-3 règles, histoire que ça se passe bien, mais je suis ouvert à ce genre de choses. Et on fait un vrai débat, après qui sera en ligne, pour que ça puisse du coup apporter quelque chose à une audience. Qu'il y ait des gens qui puissent se regarder, débat libertarien versus un marxiste, et comprennent, bon bah voilà ce que je pense, la personne en face de moi dit ce qu'elle pense, de comment est-ce qu'elle structure sa pensée, comment est-ce que je structure ma pensée, quels sont nos les faits et que ce soit statistiques ou historiques qui nous semblent importants, comment est-ce qu'on les interprète, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire, pour être honnête. Donc si vous êtes un peu si ça vous intéresse, si vous pensez qu'il y a d'autres youtubeurs, si vous pensez qu'il y a d'autres commentateurs politiques que vous aimeriez me voir, avec qui vous aimeriez me voir débattre de façon publique, de cette façon, moi je suis ouvert à cette proposition. Mais là, du coup, ce sera un format de débat qui, à mon sens, serait beaucoup plus intéressant. Et du coup, c'est vrai que moi, en termes d'audience, la fameuse audience que j'essaye un peu de cibler, puisque comment dire, on peut, grâce à Internet, la magie d'Internet, c'est qu'on peut accéder à l'intégralité du monde, on peut parler à tout le monde. Et c'est vrai que moi, du coup, le genre de personne à qui j'essaye de m'adresser, et c'est quelque chose qui est toujours quelque part à l'arrière de ma tête, de ma pensée, quand j'écris un épisode, quand je crée une vidéo, j'essaye de me mettre à la place de cette audience type, de voir est-ce que c'est quelque chose qui peut les intéresser, est-ce que c'est une question qui peut... est-ce que je peux déclencher une curiosité pour ces personnes? C'est vrai que moi j'essaye plus de cibler, on va dire, des personnes, plutôt des personnes jeunes, un peu... que ce soit plus, on va dire, politiquement parlant, peut-être des gens un peu plus centristes, un peu plus indécis, pas forcément des gens qui ont une opinion très forte sur des sujets politiques, qui sont un peu l'esprit ouvert et qui sont un peu
je veux pas dire indécis dans le sens ignorant ou négatif du terme, mais indécis dans le sens qui se posent vraiment la question de leur positionnement politique ou ce genre de choses. Et c'est un peu le genre de personnes que j'essaie de cibler. Et par-dessus tout, j'essaie de cibler un peu moi ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de la personne un peu provocatrice qui met des commentaires Facebook, je sais que c'est une personne qui n'est pas ouverte à la discussion, qui n'est pas ouverte au débat. La personne pour qui je suis susceptible de faire changer son avis, même sur quelque question que ce soit, ce sera pas la personne qui va mettre des commentaires euh, sur mes publications Facebook. Ce n'est pas cette personne, c'est la personne qui ne va pas commenter, qui peut potentiellement changer son opinion sur un sujet. Et si j'avais des conseils à donner un peu à... Donc là, ce serait que c'était plus mon approche en sens de forme de débat et de l'audience. Mais si je devais un peu... quels sont les trucs que moi je fais et quels sont les conseils que j'aurais un peu à donner. Moi je dirais déjà petite leçon petite leçon que vous avez probablement appris si vous avez lu pas mal d'ouvrages et de littérature économique, c'est de penser à la marge, toujours penser de façon marginale. Et ça a donc plusieurs impacts. Enfin, pardon, plusieurs traductions. Donc, notamment en termes de recommandations, d'opinions sur des questions politiques très précises. On m'accuse des fois de pas être... Bon, ça, c'est peut-être un problème qui est propre aux milieux libéraux, mais on m'accuse de pas être assez libéral ou de pas aller assez loin dans mon approche. Et je pense parce que justement, je raisonne de façon marginale. Je suis pas en train d'essayer de créer un mouvement révolutionnaire qui va créer une utopie libérale. C'est pas ce que je cherche à faire. La question que j'essaie de me poser, c'est bon, raisonnons de façon marginale. Dans la situation dans laquelle on est, quelle est la réforme, quelles sont les réformes qui seraient intéressantes à faire, quels sont les mérites des réformes que l'on peut faire. Et c'est un peu comme ça que je structure ma pensée. C'est pour ça que je parle pas. Vous aurez repéré que je n'utilise pas les éléments de langage classiques de certains que vous entendez dans certains milieux libéraux. Je pense notamment, je sais pas moi, les idées de principe de non-agression, l'axiome de non-agression, ce genre de choses pour les geeks. C'est quelque chose que je n'utilise pas parce que pour moi c'est un outil qui sert à prêcher pour les convaincus. Je vois pas comment vous pouvez convaincre quelqu'un qui est pas familier avec ce genre de choses, qui est pas déjà d'accord avec vous. Je vois pas comment vous pouvez le convaincre avec ce genre de choses. Et ça, je dirais, c'est un débat qui a toujours un peu fait rage au sein du milieu libéraux, c'est-à-dire qu'il y a un peu les deux écoles de pensée entre alors encore une fois, pardon, c'est plus une référence de geek, mais entre les libéraux aux États-Unis de Cato et de Mises, entre ceux qui sont vraiment sur l'approche, je pars de mon principe philosophique de base et je dérive ma position de cela, ce qui donne au final une approche qui certes philosophiquement est cohérente, mais qui est assez idéologique et puriste, pour être clair. Et alors qu'à côté de ça, vous avez plus une approche à la Cato, beaucoup plus empirique, beaucoup plus scientifique, j'irais dire, beaucoup plus basée sur le compromis et beaucoup plus basée sur cette idée de raisonner à la marge. C'est-à-dire quelle est la réforme à la marge que l'on peut mettre en place. Et c'est vrai que quelque chose qui est à garder à l'esprit, c'est qu'on ne vit pas dans une société dans laquelle 80% de la population est libérale. Donc, il faut raisonner aussi en termes de compromis, dans le sens de, il faut que, quelle que soit l'idée que vous essayez de faire passer, il faut qu'elle soit acceptée par la majorité de la population, et non pas seulement juste par vos amis autour de vous. C'est pour ça, par exemple, que quand je parle de revenu de base, il m'est arrivé de dire des choses en grand bien du revenu de base. Vous pouvez aussi me demander de critiquer le revenu de base, et je vais vous passer un quart d'heure, 20 minutes non-stop à vous expliquer pourquoi le revenu de base est une très mauvaise idée. Là n'est pas la question, c'est une réforme qui a des mérites, c'est une réforme qui a des problèmes, comme toute réforme, j'ai envie de dire.
Ce que j'aime dans la réforme du revenu de base, c'est que en termes libéraux, elle coche beaucoup de cases, elle a des intérêts elle a beaucoup d'avantages par rapport au système actuel, c'est absolument indéniable. Et c'est une réforme qui arrive à avoir un soutien transpartisan. Vous avez des gens de toute faction qui se retrouvent derrière le revenu de base en disant effectivement il y a une logique qui est intéressante. Et c'est quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. On peut se mettre d'accord pour dire c'est un pas dans la bonne direction. C'est pas forcément ce que j'aurais voulu faire. Et les radicaux d'extrême gauche qui défendent le revenu de base vont aussi dire c'est pas forcément ce qu'ils auraient voulu faire. Mais c'est quelque chose sur lequel au moins on peut se mettre autour de la table et dire c'est pas la réforme parfaite, mais on est tous les deux d'accord pour dire que c'est une réforme, c'est une bonne réforme. Et c'est vrai que c'est la question que j'essaye souvent de poser, c'est est-ce qu'il y a des réformes sur lesquelles on peut se mettre autour de la table et au moins se mettre d'accord que, même si c'est pas... bon, le revenu de base, c'est une réforme assez large, mais il y a des choses plus petites sur lesquelles on peut dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord là-dessus, en termes d'équilibrage? Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord que sur le financement, en termes en termes de protection sociale, que l'argent de la protection sociale devrait peut-être aller un peu moins sur les allocations chômage et un peu plus sur la formation professionnelle. Ça, je vous donne cet exemple parce que c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus limité. Mais ça, je pense que ce genre d'affirmation, dire on va mettre un peu moins d'argent sur les allocations chômage en elles-mêmes et plus d'argent sur la formation professionnelle, je connais pas beaucoup de monde qui serait en désaccord avec ce que je viens de dire. Et pourtant, vous pouvez très bien intégrer ça dans une pensée libérale, c'est pas choquant. Et quelque chose qui est aussi, à mon sens, un autre point qui est à mon sens très important, c'est que je pars toujours du principe que la personne qui est en face de moi, même si c'est quelqu'un de très obtus et à qui je n'ai absolument pas trouvé le moins de points d'accord, il faut toujours partir du principe que la personne qui est en face de vous, elle est bien intentionnée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est, à part de rares exceptions, vous trouverez rarement des gens qui fondamentalement sont mal intentionnés. Vous pouvez dire qu'ils sont malhonnêtes peut-être, et c'est vrai. Est-ce que Marine Le Pen est malhonnête? Oui, j'en ai aucun doute. Mais est-ce qu'au fond d'elle-même, elle cherche à transformer la France en un marasme et en une situation... Est-ce qu'elle veut fondamentalement transformer la France en un enfer? Non. Elle a des positions avec lesquelles je suis en total désaccord, et on peut en discuter, mais jamais je n'irai dire qu'elle est mal intentionnée. Et c'est pour ça que je déteste cette idée de présenter les gens comme étant des gens qui sont... de dire « Ah, mon opposant politique, c'est quelqu'un de mauvais, c'est le diable incarné, etc. » Ce n'est jamais le cas, fondamentalement. C'est juste jamais le cas. Et de par ma courte expérience, s'il y a des différences d'opinion, même des différences d'opinion extrêmes, ça vient toujours de deux choses, à mon sens. Soit des différences sur la méthode. Donc quand je dis la méthode, c'est-à-dire la façon dont on réfléchit, comment est-ce qu'on arrive aux conclusions, quelles sont quelle est votre méthode de raisonnement pour arriver à cette conclusion, et des informations et des données que l'on a à notre disposition. C'est ma croyance personnelle que deux personnes qui ont la même méthode de réflexion et accès aux mêmes informations et aux mêmes données arriveront à la même conclusion logique. Ce qui va être différent entre moi et, prenez par exemple un écolo anticapitaliste, il y a beaucoup de différences, c'est vrai, mais fondamentalement, est-ce que l'écolo anticapitaliste, il a la connaissance que j'ai sur les questions de risque, sur les questions de risque nucléaire, ou est-ce qu'il n'aurait pas des informations biaisées qui ont été traitées par Greenpeace et compagnie qui exagèrent largement les risques du nucléaire? Est-ce qu'il n'a pas eu accès à des informations erronées sur les risques des alternatives? Est-ce qu'il n'a pas aussi une méthode, une approche philosophique différente, où l'approche philosophique d'un écolo serait beaucoup plus de dire que ce qui est mal en soi, c'est de transformer la planète, de changer l'environnement, et que son but, ce qu'il recherche avant tout, c'est une planète qui n'a pas été transformée, alors que mon but à moi va être d'améliorer l'environnement qui entoure l'humanité pour améliorer la condition de vie de l'humanité. Là, tout de suite, vous avez des choses, vous avez une approche qui est différente.
vous avez des données qui sont à notre disposition qui sont différentes, et qui du coup font que l'on a une conclusion qui est différente. Et donc, il est intéressant à mon sens de bien poser ces questions, ne serait-ce que de poser la question sur l'approche, parce que moins comme ça, du coup, on peut avoir une discussion qui est beaucoup plus intéressante sur qu'est-ce que tu cherches à faire en fait, quel est ton but en soi, qu'est-ce que tu penses est le but de la société, de ce à quoi l'humanité doit aspirer. C'est des questions qui sont intéressantes à poser, parce que ça permet du coup d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus intéressante, non pas juste sur des cas précis, sur des histoires très précises, mais sur quelque chose de beaucoup plus général, entre guillemets. Et enfin, j'aurais un conseil à vous donner, c'est de vraiment bien connaître vos chiffres, bien connaître vos faits historiques, etc. Je pense notamment, même sur des choses très simples, que ce soit, je sais pas moi, les taux de croissance ou ce genre de choses, même des choses assez basiques, au final, les gens n'ont pas forcément ce genre de connaissances. Vous seriez surpris de savoir à quel point est-ce que les gens vont sous-estimer les taux de croissance ou je ne sais quoi, ou vont surestimer les niveaux de vie dans le passé. Alors là, j'aborde même pas les biais psychologiques, mais quand vous remettez vraiment les chiffres dans leur perspective historique, c'est des choses que les gens ne font pas forcément. C'est des choses qui sont intéressantes à faire. Parler d'espérance de vie, parler de ce genre de choses, vraiment les grands chiffres remis dans leur contexte historique, ça apporte toujours quelque chose d'intéressant au débat. Et enfin, peut-être dernier point pour conclure, c'est que j'essaye toujours d'apporter un message d'optimisme. C'est-à-dire que je parlais à l'instant des grandes tendances et des chiffres remis dans leur contexte historique. Si vous faites cet exercice, si vous prenez l'évolution des revenus, si vous prenez l'évolution de l'accès à l'éducation, si vous prenez l'espérance de vie, absolument ce que vous voulez, on se rend compte qu'il y a une évolution positive qui est indéniable. Qui malheureusement est niée, c'est ça qui est un peu l'ironie, dans les médias et dans les discours politiques que l'on peut entendre. Que non, c'était pas mieux avant, et que j'ai un nombre assez incalculable de chiffres qui peuvent vous le prouver. Que oui, peut-être à la marge, vous êtes capable de montrer que sur un ou deux points précis, il y a des points précis sur lesquels les choses ont empiré, je sais pas moi, l'éducation, ce que vous voulez, on peut en parler, mais que si on prend vraiment du recul, non, il y a une tendance de fond qui montre que les meilleurs jours sont devant nous. Et historiquement parlant, nous vivons aujourd'hui les meilleurs jours de l'humanité et demain sera encore mieux. C'est difficile d'argumenter le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à l'extrême et devenir comme Pangloss. Il y a une petite distinction linguistique que j'aimais beaucoup de Matt Ridley, qui disait qu'en fait le terme optimiste, il a changé en termes de signification. C'est-à-dire que auparavant, à l'époque de Candide, le terme optimiste, ça venait donc de optimum, c'est-à-dire que c'est de dire que le monde, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, la fameuse citation de Pangloss. Et donc c'est ça un optimiste. À l'époque, ça signifiait quelqu'un qui pensait que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y avait pas on peut pas imaginer d'amélioration. Le monde est déjà à un optimum. C'est ça un optimiste dans sa définition plus ancienne. Et qu'aujourd'hui, le terme optimiste, il a une signification un peu différente. Aujourd'hui, un optimiste, c'est quelqu'un qui pense que l'on est sur une trajectoire positive. Ça veut pas dire que on peut s'asseoir sur nos mains et ne rien faire et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes dans une trajectoire positive. Et c'est un peu le message. Pour conclure, vraiment, c'est le message que j'essaie de vendre. Nous sommes sur une trajectoire positive. Et du coup, c'est beaucoup mieux que de vendre la fin du monde. Il faut devenir libéral, sinon demain, vous allez voir, la valeur de l'euro va s'effondrer et acheter des tas d'or parce que vous allez voir, l'euro va s'effondrer parce que ces banquiers centraux ne peuvent pas gérer une monnaie. Ce qui est un peu vrai, ceci dit, ils sont pas très bons à gérer une monnaie. Mais on va pas demain vivre un nouvel épisode comme la Seconde Guerre mondiale. C'était Emmanuel pour Free Lunch, j'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial. Malheureusement, comme les autres fois, Fergan n'était pas disponible, il était assez occupé avec la conférence Student for Liberty à Paris, que j'espère que vous n'avez pas manqué, puisque contrairement à moi, vous n'avez pas l'excuse
d'être dans un pays étranger. Donc j'espère que vous y êtes allés, j'espère que vous avez pris du plaisir si vous y êtes allés. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, iTunes. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou si vous voulez, comme je l'ai dit, je vous invite, j'aimerais bien, si vous voulez me voir participer à des débats, n'hésitez pas à me faire des suggestions et on peut probablement mettre quelque chose en place. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.